Alors, bonjour à tous, merci d'être présents cet après-midi pour notre webinaire dédié au parcours client. Parcours client, comment l'optimiser et améliorer la satisfaction et pourquoi pas viser l'effet waouh! Et donc aujourd'hui, on est à 2 pour animer cette conférence. Donc on va commencer dans 4 minutes, mais Laurent, si tu veux juste dire deux-trois mots de toi et comme ça on pourra, tout après, échanger un petit peu avec les participants. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous sur ce plateau pour ce webinaire sur les parcours clients. Alors effectivement, nous sommes partenaires d'Eloquent et nous travaillons sur la partie un peu plus amont d'Eloquent, sur la définition des parcours. Quelle stratégie on va mettre en place, quel diagnostic on fait sur le parcours client et qu'est-ce qu'on veut délivrer comme expérience à nos clients. Et voilà, donc on est vraiment la partie plus stratégique avant la mise en place tactique. Voilà. Et donc on est bien complémentaires et on va vous le montrer aujourd'hui. Alors, merci, Laurence. Alors, dans le chat, je vois qu'on est déjà 72 en ligne. Alors déjà, avant qu'on commence, on a encore 3 petites minutes. Est-ce que vous pourriez me mettre dans le chat, votre secteur d'activité? Ce qui nous permettra peut-être de d'orienter et trouver des exemples un peu plus métiers. Mmh. Parce que j'ai vu qu'il y avait en ligne, il y avait, Antoine, Henri Bernard, Thibault, Michel. Donc déjà, si vous avez, un secteur d'activité que vous souhaitiez qu'on aborde en priorité, n'hésitez pas. Alors je vois qu'Élise nous parle du commerce de gros, donc c'est un sujet qui est assez intéressant, le commerce de gros, puisque le cabinet d'expertise d'assurance. Ah, Alors, on a beaucoup, je pense, beaucoup. ouais, Et vous de et nous? clients. Distribution de médicaments, oui aussi. Assurance de la Ouais, personne, on a beaucoup ouais, d'exemples. ouais. Alors cabinet comptable. Assurance. Mmh, Ouais, mmh, secteur d'assurance, on en a pas mal et je parlerai du mmh. transport. Si je parlerai de je crois que j'ai prévu de parler un petit peu de la mutuelle. Cabinet comptable, c'est un peu plus rare, on a moins de clients. Distribution de matériel de plomberie, formation pour les cabinets dentaires, secteur de l'automobile aussi, oui, tout à fait. Secteur Mutuelle. culturel, ouais, Mmh. électroménager. Alors, là, je donne pas l'exemple de Fnac Darty, mais c'est vrai qu'on va parler de Stellian qui est le domaine, des assurances et de l'expertise. En fait, Fnac Darty un petit peu sur le même style, sur le dépannage. On a un webinaire dédié qu'on avait fait sur la partie vidéo. Alors mutuelle, oui, coaching sportif, hôpital, épargne salariale, e-commerce. Alors e-commerce, je ne sais pas si toi tu as prévu un exemple, je dois pas l'avoir ajouté, mais je Non. pourrais Bon, on va en peut-être, discuter. au fil de la présentation. Moi, je suis toujours épatée d'en fait, cette diversité de secteurs, qui s'intéressent, au parcours client, qui en fait, effectivement, est une méthode qu'on arrive à appliquer dans tous les secteurs, y compris le non-profit. Voilà, mais c'est toujours intéressant de voir cette diversité. Ouais, et si vous avez des questions déjà en amont, si vous attendez quelque chose, Mmh. de particulier ou vous savez un point que vous souhaitiez vraiment qu'on aborde, est-ce que vous pourriez le mettre dans le chat? Comme ça en fait, nos collègues vont tout simplement le mettre en favori et on sera capable en Mmh. fait d'y répondre. Donc si vous avez une question particulière, un point de détail, dites-le nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors il est 14 heures. Comme on a prévu, un webinaire très riche, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à l'heure pour vous remercier d'être présent. On est déjà à 115 en ligne et on va commencer immédiatement. Donc, le webinaire sera enregistré. Donc, vous pourrez avoir les slides et le replay. Donc, si vous devez partir un peu plus tôt, il n'y a pas de souci, vous aurez la fin. Mais n'hésitez pas à poser les questions dès maintenant. On y répondra en direct. Alors, bonjour à tous, merci pour les participants qui nous ont rejoints. Je vous propose de commencer dès maintenant notre webinaire dédié au parcours client. Parcours client, comment l'optimiser, améliorer la satisfaction et pourquoi pas viser l'effet waouh. Alors, au sommaire de ces 45 minutes, on a vraiment prévu des contenus qui va être riche et qui, j'espère, va répondre à toutes vos questions. On va commencer par une petite présentation. Ensuite, on va parler de l'expérience client et surtout de l'excellence opérationnelle, de la promesse, puisque ça sert à rien de faire un diagnostic ou une optimisation du parcours client si on commence pas par là. Ensuite, Laurence va nous montrer et nous présenter comment faire un diagnostic et mesurer la satisfaction aux différents moments clés. Et après, nous finirons par l'effet waouh et bien sûr, les questions-réponses. Alors, Laurence, j'ai parlé de toi souvent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi et Stratello?
Alors, donc, je suis dirigeante fondatrice de Stratello. Stratello est une société de conseil spécialisée sur l'expérience client. Donc, on accompagne nos clients, enfin, on accompagne les entreprises, les directions expérience client, marketing, digital, relations clients, à transformer l'expérience client et à la mettre en œuvre. Donc, pour ça, en fait, on a 5 grandes offres, je dirais. Toutes nos méthodologies sont adaptées évidemment aux entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, on va travailler sur de l'écoute client et de la formulation de persona. On a des qualitativistes qui sont vraiment formés à ces techniques d'écoute client. On va travailler sur la cartographie, le design de parcours. Ça va être en partie le sujet d'aujourd'hui. La digitalisation et l'accompagnement à la transformation sur ces parcours, donc comment on les digitalise et comment on articule les différents canaux entre eux. Et puis d'un point de vue un peu plus tactique, la mise en place de plans relationnels et de scénarios marketing automation au moment clé du parcours client. Qu'est-ce que je dis à mon client? Comment je l'active? Comment je le fidélise? Et puis les stratégies de lead generation, lead nurturing et fidélisation. Voilà. Dans notre méthodologie, notre point de départ, notre ADN, c'est le parcours client. Donc, en fait, on travaille toutes nos méthodos à partir du vécu client et en se positionnant à la place du client. Vous allez voir, je l'illustrerai tout à l'heure. Et puis, on travaille essentiellement en collaboratif. Donc, nous, on apporte les méthodologies, on peut apporter du benchmark, on apporte de la structuration, on apporte du conseil, mais on fait travailler les équipes en intelligence collective et c'est vraiment ensemble avec les équipes pluridisciplinaires qu'on met en place cette expérience client mémorable. Voilà. Alors, un petit point sur avec qui on travaille. Donc, on en a parlé tout à l'heure, on travaille pas mal dans le secteur de la banque, assurance, mutuelle, du service aux entreprises en B2B, industrie agroalimentaire. Et en B2C, ben, également banque, assurance, prévoyance, loisirs, tourisme, automobile, immobilier, distribution. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un sujet qui intéresse tous les secteurs. Et on travaille essentiellement avec des grands comptes et des ETI. Alors, merci pour cette belle présentation. Alors donc, comme vous l'avez compris, Stratello, est là pour accompagner, vous donner vraiment cette partie, consulting, conseil et nous, en fait, au Locan, on arrive, généralement, juste après pour mettre en place, les outils qui vont vous permettre d'optimiser le parcours client et donc, Eloquent propose donc des solutions de centre de contact, donc, gestion des interactions multicanales, chat, téléphone, mail et cetera. On va proposer également des outils de self-care, chatbot, callbot et cetera et l'autre métier d'Eloquent, c'est la partie enquête de satisfaction, à la fois client et collaborateur, qui vont permettre donc de faire des enquêtes de satisfaction omnicanales, email, téléphone, SMS, et cetera et on va pouvoir aussi monitorer le parcours client grâce aux outils d'analyse sémantique et on va aller jusqu'à la publication des avis pour améliorer les réputations des entreprises. Alors Eloquent, donc ça fait un petit moment qu'on existe, hein, ça fait près de 20 ans, on est plus de 120 personnes en France, donc éditeur de logiciels. Là encore, on s'adresse plutôt aux grandes PME, aux grosses entreprises internationales et donc on gère, près de 450 millions d'interactions à l'année, téléphone, chat et cetera et 150 millions d'enquêtes de satisfaction envoyées. Donc si vous êtes client, par exemple Orange, vous avez déjà été, sollicité pour des enquêtes de notre part, vous avez vu des avis. Si vous allez chez Geodis, ben, en fait, vous êtes livré, c'est nous. Et si vous faites votre carte d'identité et que vous avez quelqu'un au téléphone, et ben, ça passe chez nous. Voilà, c'est quelques exemples. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'après cette petite partie présentation, on va parler en fait de l'expérience client et le fait en fait que avant d'aller travailler sur le parcours client, il faut vérifier en fait l'expérience opérationnelle. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller améliorer le parcours client, essayer de chercher un effet waouh, si on ne répond pas aux fondamentales et aux basiques des attentes des clients. Et ça, on l'a vu à travers un exemple que vous pourrez voir lors d'une conférence qu'on a effectuée avec quelques acteurs de la mutuelle et le forum opinionassurance.com. En fait, ils ont fait une étude qui était vraiment intéressante et ils nous disaient, voilà, il y a des gros leaders qui ont des équipes,
qui ont du personnel, qui ont des programmes d'expérience client, mais en fait, parfois, ils ont des meilleures notes que des acteurs, historiques, des nouveaux acteurs 100 digitaux parce que tout simplement, ils ont une meilleure, réponse aux attentes. C'est qu'ils sont moins chers, mais qu'en fait, à la fois la promesse et la simplicité et le parcours font que c'est beaucoup plus, pertinent. Un acteur digital comme ça, ben, quand on va pouvoir ajouter une personne, souscrire un contrat et cetera, ben, finalement ça va être une meilleure réponse aux attentes que des systèmes ou des process où il faut appeler au téléphone et cetera. Donc ce qui est vraiment important de retenir, c'est que avant d'aller chercher une optimisation du parcours client, il faut vérifier que vos produits et services répondent bien aux attentes des clients et c'est une fois qu'on aura fait ça qu'on va pouvoir en fait aller travailler sur ce parcours client. Tout simplement, ça se fait de manière très simple. On va vérifier quelles sont les attentes des clients par rapport à la réalité de la perception et tout simplement, là, on va pouvoir définir quelle est votre dette ou votre créance d'expérience client. Si vous promettez beaucoup et que finalement vous sous-délivrez, bah, les personnes vont être déçues et donc forcément, bah, il va falloir travailler d'abord sur l'offre. Au contraire, bah, si vous en donnez un petit peu plus, si au moins vous répondez aux besoins essentiels, là, tout va bien se passer. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment essentiel. Au départ, se dire: ben, quel est mon, niveau, d'expérience client et est-ce que je réponds bien aux attentes? Et une fois qu'on a fait ça, ben, on va pouvoir, travailler sur l'optimisation du parcours client et là, justement, Laurence, je te laisse la main. Alors effectivement, la 1re partie, comme le disait Frédéric, c'est de faire le diagnostic de votre expérience client. Quelle expérience vous délivrez à vos clients et quelles sont les attentes de vos clients par rapport à cette expérience? Donc pour ça, en fait, on a un outil qui est très intéressant, dont vous avez certainement entendu parler, qui est la cartographie du parcours client. Alors justement, on a un petit sondage, donc Frédéric, si tu peux nous Alors je envoyer lance le le pitch, j'ouvre les sondage. votes et la Voilà. question est: avez-vous déjà cartographié vos parcours clients? Donc oui, non, est-ce que c'est en cours et cetera et je pense que tu nous donneras les résultats du sondage juste après. Exactement. Donc, on va laisser les gens répondre et pendant ce temps-là, on va vous exprimer comment nous, on cartographie ces parcours clients et quelles sont les différentes étapes et les différents outils pour cartographier ces parcours. Alors, en fait, on va à partir des grandes étapes génériques que sont, l'avant-vente, la vente, l'après-vente, l'usage, enfin l'usage, l'après-vente. On va décomposer de manière détaillée les étapes du parcours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une étape? C'est un moment d'interaction, c'est un moment dans le parcours du client où il y a une interaction online ou offline entre le client et l'enseigne. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va définir, cette étape, on va la formuler en se mettant à la place du client, en utilisant le jeu du client. Ça, c'est un petit artifice, de vocabulaire qui permet, quand on travaille avec les équipes, de les mettre en position, dans la position du client pour que, ils s'extraient un petit peu de leur propre, process et de leur propre vécu de collaborateur et que du coup, ils formulent vraiment les étapes et les contenus du point de vue du client. Donc là, on a un parcours où, on a, défini différentes étapes. Je visite un salon, je consulte des blogs, je visite des sites de prestataires. Pour la sélection, je vais consulter les avis, comparer les devis, ensuite j'achète, je suis livrée et cetera et cetera. C'est important aussi dans ces parcours, lorsqu'on est sur des parcours complexes en B2B, d'identifier à quel moment on a le prescripteur qui va passer le relais à l'acheteur, ou voire même à l'utilisateur. Parce que dans un parcours B2B, par exemple, la sélection va se faire, par, le demandeur, et par contre l'achat, la contractualisation va se faire par le secteur achat. Donc c'est très important d'identifier quel est votre interlocuteur, quel est le client, quel est le persona aux différents moments clés de la relation. Donc ça, c'est première étape, on décompose les étapes du parcours et ensuite on va identifier tous les points de contact. Donc les points de contact, bah, c'est sur une étape, quels sont les différents canaux qui sont à ma disposition, quels sont les différents points sur lesquels je vais pouvoir entrer en contact, moi, client, avec l'entreprise. Donc, on va identifier tous ces points de contact. En même temps, on va identifier ceux qui n'existent pas. Ça peut être aussi intéressant de se dire, ah bah tiens, sur la réclamation, j'ai pas la possibilité de faire ma réclamation en ligne. Voilà.
Donc ça permet d'identifier si vous avez couvert l'ensemble des points de contact avec l'ensemble de vos canaux ou pas, et puis d'identifier aussi quels sont les parcours types que vont utiliser vos clients, et puis est-ce que le client peut passer d'un canal à l'autre à n'importe quel moment de son parcours. On va aussi quantifier ces points de contact. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de nous rendre compte dans ces points de contact quels sont les plus importants, et notamment quand on va identifier dans l'étape suivante quels sont les points de contact qui posent problème, on va pouvoir prioriser en se disant: «Bah, je vais plutôt me concentrer sur tel point de contact que sur tel autre parce que celui-ci, en fait, il est quasiment pas utilisé», et s'il est quasiment pas utilisé, ben, pourquoi n'est-il quasiment pas utilisé? Est-ce qu'il y aurait pas un problème dans ce point de contact? Est-ce qu'il est non efficient? Est-ce qu'il est pas visible en termes de communication? Et cetera, et cetera. Donc cette quantification, elle est intéressante pour donner du relief à la cartographie de votre parcours, et puis derrière pour la priorisation de vos projets de transformation. Donc, on quantifie. Alors, juste un point, en fait, on va avoir pas mal nous, on a pas mal de clients qui nous disent: «Ah mais moi, je peux pas quantifier parce que, j'ai pas un outil CRM super performant» et cetera. Déjà, prenez vos reportings parce que les reportings des différents services vont vous permettre, une quantification assez simple, et nous, on est assez pragmatique, on préfère, peu de chiffres, mais déjà de commencer, et puis après vous allez, optimiser et améliorer la gestion CRM pour pouvoir avoir plus de chiffres. Qualification des points de contact. Alors, est-ce que mon point de contact est un moment de vérité? C'est quoi un moment de vérité? C'est un moment particulièrement important dans la relation où celle-ci peut basculer en positif ou en négatif. Donc, par exemple, l'envoi du devis, ça peut être un moment de vérité. Si ce devis, il est clair, et qu'il est, pertinent, intéressant, et cetera, bah, je vais aller en positif, je vais poursuivre mon parcours. Si au contraire, je le reçois trop tard ou il n'est pas clair, eh ben, je peux abandonner mon parcours. Voilà, c'est ça un moment de vérité, et après, nos points de contact, on va se dire: «Est-ce que ce sont des enchantements? Est-ce que ce sont des points de contact classiques? Ou est-ce que ce sont des irritants?» Alors, l'enchantement, c'est quand la satisfaction du client est là, mais qu'on va au-delà de sa satisfaction, hein, qu'on on dépasse ce que le client attend, et d'ailleurs, on en parlera, en fin de webinaire, et l'irritant, bah, c'est en fait un moment où, moi, en tant que cliente, je ne suis pas satisfaite parce que vous ne répondez pas à mes attentes. On identifie aussi les points de rupture, donc c'est les moments où en fait on peut pas passer d'un canal à un autre, parce qu'il y a un problème de flux, parce qu'il y a un problème de process ou d'organisation. Donc voilà, c'est important déjà d'avoir, ce mapping qui va vous dire à quel moment du parcours, sur quel type de volumétrie, quels sont les points les plus importants sur lesquels vous allez devoir travailler. Bien évidemment, et on le verra, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on va mettre par rapport à cette cartographie, par rapport à l'ensemble de ces points de contact que vous avez ici au-dessus. Là, on est dans un parcours immobilier parce qu'on a pris cet exemple parce que c'est un parcours long, complexe, avec énormément de points d'interaction avec différents départements chez le promoteur. Et donc, on a, par des écoutes clients, identifié sur l'ensemble des points de contact, quelles étaient les attentes du client, sur les moments clés. Donc, par exemple, la découverte des options déco, de mon appartement, bah, je veux que ce soit un enchantement, je veux que ce soit théâtralisé. C'est pas juste un formulaire, avec, des choix et des cases à cocher. Il faut vraiment, les clients attendent, en l'occurrence là dans l'étude que nous avions faite, les clients attendent vraiment que ce soit un moment clé dans leur parcours et que ce soit théâtralisé, que ce soit, une super expérience. Voilà, donc décrire les attentes des clients tout au long du parcours. Au fil de cette, cartographie, on peut aussi, et c'est toujours intéressant, de repérer les bonnes pratiques relevées à la concurrence. Alors comment on peut récupérer ces bonnes pratiques? Soit en écoutant les clients parce qu'ils vous disent: «Ah mais non, mais moi, avec ce promoteur-là, ça s'est pas passé comme ça s'est passé plutôt comme ça», ou avec cette mutuelle, ben, je sais que je reçois, j'ai la possibilité de télécharger, mes relevés, en ligne, et cetera. Donc ça permet de repérer, les bonnes pratiques
pratiques de vos concurrents, étape par étape du parcours. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on va travailler la transformation du parcours, ça va nous être très utile. On va en reparler tout à l'heure. Et puis aussi, bah, c'est une veille permanente qui va vous permettre de repérer ces bonnes pratiques. On va synthétiser tout ça dans une expérience map. Donc là, c'est une façon qu'on a de présenter l'ensemble de l'expérience vécue par le client. Pardon. Donc on a euh, en abscisse toujours nos étapes, alors plus ou moins simplifiées en fonction du degré de synthèse que vous voulez. On a nos quantifications, le vécu client, les canaux qui sont activés, les moments de vérité, les enchantements, les irritants. On fait cette courbe d'émotion, ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de voir comment ça se passe tout au long du parcours client, quels sont les moments où en fait on va monter très haut dans l'émotion du client, dans le vécu du client, et quels sont ceux sur lesquels on va plutôt être en dessous de leurs attentes. Et donc, il va falloir travailler les attentes, les bonnes pratiques. On peut indiquer aussi le vécu collaborateur. Ça peut être assez intéressant de se dire bah, comment, en fait, est-ce que c'est difficile ou non pour mes collaborateurs de satisfaire les clients? Et si ça ne l'est pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les cailloux dans la chaussure qui les gênent? Et puis de travailler, comme tu le disais tout à l'heure, Frédéric, de travailler la promesse. C'est quoi ce qu'on veut délivrer à nos clients? Quelle est la promesse que veut tenir l'entreprise en matière d'expérience client? Alors, du coup, on peut aller voir Le ce petit sondage. sondage. Alors, d'accord, on a 32% des personnes qui sont avec nous qui utilisent la cartographie du parcours, qui ont déjà cartographié leur parcours client. Donc, n'hésitez pas à partager hein, s'il y a des points de méthodo que vous voulez compléter dans le chat, ça sera avec grand plaisir. 32% pour qui c'est en projet. Bah, écoutez, j'espère que tout ce qu'on va se dire là, ça va vous convaincre de vous mettre en route et 28% pour lesquels ce n'est pas prévu. Bah, on espère aussi vous convaincre. Alors, comment on fait cette cartographie? Donc là, on vous a donné la méthode, les outils. Maintenant, quelles sont les étapes en fait pour mettre en place cette carto? Comment on organise le travail? Nous, on recommande une première phase en chambre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va commencer par lister toutes les étapes en se mettant dans la peau du client. Alors, si c'est du B2C et que c'est accessible, ben, on peut faire une visite mystère, une ou deux ou trois visites mystères pour écrire les différentes étapes et les points de contact. Et sinon, on va travailler à partir des ressources internes, des process que vous avez déjà écrits, etc. Et ça va nous donner un premier point de départ, hein, c'est notre mapping, qui va permettre ensuite d'être challengé avec les équipes. Alors en fait, cette première partie, ça nous permet de gagner du temps et d'aller directement sur le challenge avec les équipes. Donc avec les équipes internes, soit sous forme d'interview, soit sous forme d'atelier, on va identifier ensemble les irritants, les dysfonctionnements, les moments clés, les enchantements. Voilà, donc on va repérer tout ça dans le parcours. On va compléter ce parcours. On ne se prive pas aussi de rajouter des étapes. Ça nous est arrivé plus d'une fois où, en fait, en discutant avec la relation client, avec des gens de la relation client qui disaient ah non non mais là sur l'ouverture du compte vous avez oublié des étapes, etc. Donc on les rajoute et vraiment pour aboutir à une cartographie qu'on partage tous ensemble. Et c'est ça aussi la vertu de cet outil, c'est que finalement les collaborateurs des différents départements vont avoir la même vue du parcours client. Et ça, c'est très, très important parce que souvent, ils ont leur propre vue et ils savent pas ce qui se passe avant, voir ce qui se passe après. Voilà. Et du coup, comment bien répondre à un client si on ne sait pas ce qu'il a vécu avant et si on ne sait pas ce qu'il va vivre après? Comment avoir un discours coordonné, cohérent, enchantant, si on n'a pas une vue globale de ce parcours? Voilà. Et puis, alors ça, c'est la vision interne et on complète via des écoutes clients. Alors, soit on fait des interviews individuelles, soit on peut faire des focus group. Et nous, on vous propose deux solutions. Soit
vous faites ces interviews, vous faites faire ces interviews par un consultant externe. Alors, ça peut être nos qualitativistes, par exemple, on fait beaucoup ça. Mais dans certains cas, quand l'entreprise a une faible culture client, ou en tout cas qu'elle veut la développer, nous, on incite les collaborateurs à écouter eux-mêmes leurs clients. Et donc, on organise, là, vous avez une photo qui avait été faite en atelier où on avait organisé euh, des recrutements, des rendez-vous avec des clients et on organisait des petits binômes. Donc souvent un front office et puis une fonction support pour aller écouter les clients suivant un guide d'entretien qu'on avait co-construit avec les équipes. Et ça, c'est vraiment très important parce que du coup, les collaborateurs vont entendre eux-mêmes la parole du client et comprendre en fait quelles sont leurs attentes, etc. Et même pour des commerciaux, c'est intéressant parce qu'ils vont pas interroger de la même façon. Ils n'ont pas du tout le même angle de vue dans les entretiens qu'ils peuvent faire. Voilà. Alors, ça, c'est la photo du diagnostic du parcours client, de l'expérience client. Donc, on va pouvoir à la fin, après l'ensemble de ces inputs internes et clients, porter un diagnostic. Ça, c'est la photo à l'instant T. Maintenant, vous allez mettre en place des projets de transformation pour résoudre les irritants, pour maintenir et consolider les enchantements, pour résoudre les dysfonctionnements, etc. Et donc, il va falloir mesurer la satisfaction tout au long de ces transformations et piloter la performance de l'expérience client. Donc, pour ça, on vous propose de mettre en place des outils de mesure de la satisfaction et c'est là qu'on va aussi utiliser des outils tels que Eloquent. Ah, Frédéric nous a quittés. Alors, en fait, cette slide, en fait, c'est un petit peu pour vous dire, voilà, nous, quand on travaille sur l'expérience client, Heu, nos clients nous disent: «Oui, nous, on pilote l'expérience client, on pilote la performance et pour ça, on a le NPS». Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, c'est super hein, que vous ayez un NPS, mais il n'y a pas que le NPS, voilà. C'est un super outil, mais pas que. C'est un moyen simple et rapide de mesurer la satisfaction. Vous allez mesurer l'expérience dans sa globalité, vous allez pouvoir suivre l'évolution de la satisfaction. Il y a des comparaisons sectorielles qui sont possibles, voilà, donc ça, c'est très bien mais ça ne permet pas de mesurer la satisfaction aux différentes phases de la relation. Et donc, quand on a travaillé sur nos parcours avec les irritants, les enchantements, etc., ça ne permet pas d'identifier sur les moments clés que vous avez repérés quelle est la satisfaction de vos clients. Ça nécessite aussi le NPS ne permet pas une analyse pour comprendre les raisons du score. Il ne permet pas, du coup, l'enclenchement d'actions concrètes. Et puis, dernier point, c'est pas toujours pertinent en fonction de l'activité. Moi, très certainement, il y a des secteurs pour lesquels je me sens pas du tout engagée ou j'aurais pas forcément envie de recommander parce que tout simplement c'est pas un vrai sujet pour moi, même si je suis satisfaite de l'enseigne en question. Donc voilà un petit peu les limites du NPS qu'on avait envie de vous partager. Et du coup, on va se rattacher à notre cartographie du parcours pour se dire à quelle étape, du parcours, j'ai envie de mesurer la satisfaction. Je reprends l'exemple du parcours d'un acheteur immobilier, en VFA, vente en état futur d'achèvement, pardon. Donc, en fait, finalement, à quel moment dans mon parcours qui peut durer presque 2 ans puisque l'immeuble, enfin ou l'appartement, enfin le logement est en construction, à quel moment du parcours je vais vouloir mesurer la satisfaction? Donc là, on a repris le moment clé de notre parcours et puis on s'est dit: «Ben, il y a la phase de contractualisation, c'est quand même intéressant d'aller mesurer la satisfaction». Après la signature sur le notaire, c'est toujours un moment super engageant, on a envie aussi de mesurer la satisfaction. Notre fameux moment, choix option déco et ben, c'est également un moment pour, mesurer la satisfaction et puis, bien évidemment, lors de la livraison. Donc on va, sur ces moments, mettre en place, différentes, techniques pour aller repérer la satisfaction en partant du simple questionnaire, enfin simple,
du questionnaire, voire même l'appel de réassurance, au moment de la signature du notaire et au moment de, la livraison. Voilà. Donc on va mixer les canaux, on va mixer la façon d'interroger ses clients et le type de questions qui vont être posées et ça va nous permettre du coup d'avoir une analyse fine de la performance de votre parcours et de pouvoir piloter ça. On peut aussi, mesurer la performance de l'expérience par l'analyse des résultats. Donc, comment je transforme, les étapes d'une étape à une autre, d'un canal à un autre, ça me donne aussi des informations sur la performance de mon parcours et donc, de pouvoir rattacher ces indicateurs à la cartographie sur les moments clés que vous avez définis, sur les moments de vérité, eh bien, ça vous permet également de mesurer la performance cross-canal de vos parcours. Enfin, et là, Frédéric, j'ai bientôt fini, donc ce serait bien que tu nous quittes pas. Non, petit problème de connexion internet, mais ça va. C'est ce que je vois. Enfin, et donc ça, c'est vraiment une façon plus qualitative, plus émotionnelle, plus en profondeur, de recueillir la parole de vos clients, c'est de mettre en place un comité client. Donc, nous, on l'a mené, l'année 2022 là pour une enseigne de centres commerciaux et ça a été vraiment on avait 4 rendez-vous avec, 3 groupes clients et c'est vraiment, très riche d'enseignements. Ça leur a permis, bah, de définir, d'analyser la satisfaction par rapport à des animations ou des changements qu'ils avaient pu faire dans le centre, de recueillir, en fait, la parole de leurs clients par rapport à des nouvelles enseignes qu'ils avaient en projet, d'installer, de recueillir l'avis de leurs clients sur, la mise en décoration, du parterre, devant le centre commercial avec, au final, des retours de ces clientes, alors je dis plutôt clientes parce que c'était plutôt des femmes qui sont, très positives, mise en place d'un petit WhatsApp, où chacun, entretient la relation et voilà, j'avais vraiment envie de vous le faire partager. On a, une personne qui nous dit: «J'appartiens à un groupe qui se réunit tous les 3-4 mois et qui cherche à augmenter le chiffre d'affaires». Ça, c'est assez drôle, hein, augmenter le chiffre d'affaires. Elle se met à la place de l'enseigne et faire venir la clientèle. On se sent écouté, en fait, on n'a pas l'impression de parler dans le vent, c'est bien, on en a parlé autour de nous, on est ambassadrice. Voilà, donc c'est pour vous, c'est un formidable laboratoire pour tester des options, des projets, une nouvelle plateforme en ligne et cetera et c'est aussi une super façon d'engager des clients, ambassadeurs. Voilà, donc ne vous privez pas, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place, pas si coûteux et bien évidemment, invitez vos collaborateurs à y participer. Alors Donc c'est parfait voilà parce que ça fait c'est exactement ce qu'on fait chez Eloquent avec notre club d'utilisateurs qui se réunit, de manière très régulière, ouais. on va dire tous les 3 à 6 mois selon le contexte et justement comme tu le disais, on fait intervenir aussi, des personnes de la R&D qui sont là pour écouter, voir le client et discuter avec eux. Alors, viser l'effet waouh, une fois qu'on a, atteint un niveau de satisfaction, qui est, au niveau de la promesse, comment on fait pour aller plus loin? Ah bah, merci pour cette prise de parole. Alors j'ai dû redémarrer mon ordinateur pour, résoudre ces petits problèmes de connexion, donc je vais pouvoir maintenant vous parler de l'effet waouh et comment on va pouvoir saupoudrer son parcours client de ce fameux effet waouh. Alors, je vous ai donné d'abord un petit exemple que je connais bien, puisqu'en fait, ça, c'est un exemple que vous verrez, que vous pouvez mettre en place, enfin, qui vous montre, en fait, que une optimisation du parcours client et l'intégration des effets waouh peut être utilisée vraiment dans n'importe quelle entreprise, qu'on soit une grande ou une petite entreprise. Puisque là, je vais vous donner simplement mon exemple à moi. J'ai écrit un bouquin, sur le marketing il y a quelque temps de cela et pour mettre en application cette philosophie d'optimiser le parcours client et de créer un effet waouh, et ben, je me suis mis aussi dans cet esprit-là et j'ai fait, en fait, tout simplement une réflexion entre envoyer un livre, comme vous voyez ici, dans une enveloppe craft un petit peu malhabile, parce que l'enveloppe n'est pas exactement de la taille du livre, etc., à essayer de faire vivre une expérience waouh aux personnes qui ont reçu ce livre. Alors, pour cela, en fait, ben,
comme l'a présenté juste avant Laurence, hein, j'ai fait une cartographie du parcours client en identifiant quels sont ces moments clés et quels sont ces moments de vérité où on peut justement se dire: «Waouh, il y a quelque chose qui se passe». Alors c'est vrai qu'au début, il y a la partie information, tu en as parlé tout à l'heure, la partie achat, bon assez classique, mais moi je me suis intéressé à 2 moments particuliers où on pouvait aller créer cet effet waouh. Le premier moment, c'est la partie réception, quand je reçois en fait mon livre. Auparavant, bien sûr, il recevait une enveloppe Kraft, voilà, un livre comme les autres. Ce que j'ai fait, je me suis dit: «Voilà, comment transformer cela en un moment?» Et donc j'ai commencé à mettre une enveloppe dorée, un petit peu matelassée, où il y a le livre dedans et c'est vrai que pas mal de gens me disaient: «Ah ouais, quand le facteur m'a livré, qu'est-ce que c'est?» Ou des gens qui disaient, «J'ai reçu le livre et mon conjoint, ma conjointe m'a dit: "Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?» et cetera. Donc cet aspect un petit peu surprise. Pareil, sur l'enveloppe, il y a un timbre et ce timbre-là, il y a marqué cadeau ou félicitations. Donc on peut l'imprimer sur la poste. Également à l'intérieur, quand on ouvre le livre, bah, bien sûr, j'avais la dédicace un peu partie classique. Et là, cette fois, en fait, je me suis dit, mais comment Fred, tu peux faire quelque chose d'un peu original? Alors je me suis dit, je vais essayer de dessiner, mais malheureusement, je suis pas très bon en dessin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à l'époque des gommettes de ma fille et je les ai collées, puisqu'en fait, j'avais un livre sur le thème des pirates du marketing. Et donc, en fait, hop, j'ai collé comme ça des petits gommettes de pirates, de sirènes, etc. La petite dédicace était bien, mais je me dis: «Bah, tiens, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus personnalisé» et je vous expliquerai pourquoi après. Personnalisé avec un petit conseil, si possible sur l'entreprise ou alors un conseil générique qui s'applique à tout le monde sur un marque-page personnalisé et comme ça qui fait un petit effet un petit peu waouh et encore une fois, ces petits dessins. Là encore, quelque chose qui est important, quand on veut créer un effet waouh dans son parcours client ou l'optimiser, il faut que ça rentre en fait dans les process de l'entreprise et que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Par exemple, au départ, sur ce fameux marque-page, j'avais une taille de marque-page qui était comme ça très grande. Et c'est vrai que je passais du temps à essayer de trouver quelle pouvait être l'idée. Et finalement, c'était long, c'était un petit peu compliqué, un petit peu pénible. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à réduire la taille du marque-page à un format, entre guillemets, grande carte de visite, qui était beaucoup plus simple et rapide et à faire et à réaliser. Et donc comme ça, c'est pour vous dire qu'un effet waouh, une optimisation du parcours client fonctionne bien quand ça rentre dans les parcours clients d'entreprise, que c'est simple et facile à mettre en place. Voilà. Et bien sûr, après, il y a toute la partie après, onboarding, offboarding, et cetera. Mais ce qui est intéressant, c'est comme le disait Laurence, dans le principe, c'est aussi réunir ses clients, réunir ses utilisateurs et avoir un feedback. Puisqu'on a une expérience à un moment donné, on a parlé de la photo du parcours client, et après, il y a le film où on voit un petit peu les retours. Et c'est vrai que, tout comme Laurence, moi, j'ai des personnes qui me disent: «Ah ouais, c'est vrai, c'est bien ton marque-page, et cetera, mais j'aurais peut-être aimé un petit effet waouh» et en plus et ils m'ont dit: «Ah ouais, peut-être que est-ce que tu pourrais pas mettre, par exemple, sur la dernière page, un petit mot avec un bonus?» Il me dit: «Ah ouais, c'est une excellente idée. Mettre un petit mot à la dernière page, en disant: "Bravo, avoir tout lu, tout ça. Si tu as lu tout ça, tu as droit à un petit bonus en plus, tu vas sur telle page"». Autre point également, d'autres personnes après m'ont dit: «Bah tiens, est-ce que tu pourrais pas ajouter une surprise dans le livre avec un petit code ou un petit mot et cetera?» Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, donc c'est pour vous montrer que cet aspect optimisation des parcours clients et effet waouh peut fonctionner. Il faut simplement connaître l'équation de l'expérience client et l'équation de l'effet waouh, elle est simple, c'est tout simplement les attentes, moins la perception fois l'émotion. C'est-à-dire que si j'ai des attentes vraiment très fortes et que, ben, finalement, ce que je reçois, je le perçois comme pas forcément génial, bah, j'aurai une mauvaise expérience ou quelque chose qui va pas être génial. Et si en plus c'est quelque chose d'important, alors là, ça peut être terrible. Et c'est pour ça que, au contraire, si j'ai des attentes plutôt relativement normales, faibles, et finalement je reçois quelque chose qui est waouh! Et je suis surpris, c'est personnalisé, je veux dire: «Ah ouais, c'est génial» et je vais en parler à tout le monde. Donc cet aspect émotion, attente, moins perception est essentiel. Et cet effet waouh, on va pouvoir le mettre en place, soit de manière programmée, soit de manière spontanée. Alors, je vais vous expliquer justement la différence entre les 2. Mais juste avant, je vous dirais que ces leviers que vous allez mettre en place à la fois pour l'expérience waouh spontanée ou programmée, bah, vont utiliser quelques piliers essentiels. La première, c'est l'émotion. On en a parlé tout à l'heure. Si j'arrive à faire une surprise, quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, les gens vont se dire: «Waouh, c'est génial». La deuxième chose, c'est la personnalisation. J'en ai parlé tout à l'heure avec mon petit exemple. Si j'arrive à dire: «Ah, c'est pour vous» ou «C'est uniquement pour vous», c'est important. Ensuite, il y a la surprise. On dit: «Ah ouais, tiens, quelque chose qui est fait pour moi». Si je m'y attends, si c'est quelque chose que je trouve comme normal, si je l'ai déjà vécu plusieurs fois, finalement, c'est plus un effet waouh. Puisque la première fois, oui, on se dit: «Ah tiens, il y a le marque-page, ah, il y a le machin», mais si je rachète un autre livre et que j'ai la même chose, bah, c'est plus un effet waouh. La dernière chose, c'est la perception. Il faut véritablement que ce soit perçu comme quelque chose d'exceptionnel. Si le client ne s'en aperçoit pas et qu'il trouve ça normal, eh ben, ça ne fera jamais un effet waouh. Donc, il faut travailler sur ces 4 piliers-là
pour aller rentrer l'effet waouh de manière spontanée ou programmée. Et le spontané, en fait, bah, c'est simplement, c'est avant tout l'humain. L'humain, c'est dire qu'on s'attend à quelque chose, enfin, on s'attend pas forcément à quelque chose justement, et c'est là en fait qu'on a quelque chose qui se passe. Et souvent, c'est lié à la formation des collaborateurs sur l'importance de la culture client, sur l'effet waouh. Donc la culture client de l'entreprise, mais également des collaborateurs, donner de l'autonomie, avoir de l'empathie et donner de la confiance aux collaborateurs pour qu'ils aient ce réflexe de donner des gestes. Et je vous donnerai un petit exemple, pas très loin de chez moi en fait, il y a un fleuriste et c'est vrai que moi j'allais jusqu'à présent un peu dans n'importe quel fleuriste dès que j'avais besoin d'acheter des fleurs. Et un jour, je suis allé avec ma petite fille comme ça chez Monceau Fleurs, pas loin de chez moi. Et c'est vrai qu'on est là-bas, on faisait la queue, puis c'est vrai qu'il y a une ou deux personnes qui étaient devant nous. Et là, il y a une des fleuristes qui préparait des bouquets pour la personne d'avant. Et tout d'un coup, elle prend une des fleurs, celle que vous voyez juste là, elle la découpe et elle la donne à ma petite fille de 4 ans. Elle dit: «Tiens, ma petite fille, je te donne une petite fleur». Et ma petite fille a pris la fleur dans sa main, elle dit: «Waouh, une fleur!» Et donc, elle a gardé dans sa main pendant tout le trajet. Elle est rentrée à la maison, elle dit: «Maman, maman, regarde, j'ai une fleur!» Et là, on l'a gardé comme ça dans le verre pendant plusieurs jours. Et c'est vrai que ça crée un moment d'émotion. Et c'est vrai que désormais, maintenant, à chaque fois que je vais chez le fleuriste, ma petite fille me dit: «Hey, est-ce qu'on peut pas aller chez mon fleur? J'aurais peut-être encore une fleur», etc. Et c'est vrai qu'on est devenu client fidèle à ce moment-là. Un autre exemple qui est un peu plus près des entreprises, c'est Geodis, qui a un excellent programme pour changer la culture client. Donc, ils ont fait le plaisir de nous présenter leur programme il y a 3 ans et faire un bilan 3 ans plus tard. Et ils ont vraiment créé un moment avec un moment d'élévation où les gens étaient sortis de leur routine et allaient au siège pour être formés sur la culture client. La fierté d'être reconnus avec un nouveau matériel, un logiciel de centre de contact éloquent, des enquêtes de satisfaction avec éloquent, les explications sur pourquoi, comment on passe du service SAV à un service expérience client. Les KPI, ils ont travaillé aussi avec du service client de l'année. Ils ont travaillé du relationnel avec aussi un suivi, avec un travail en petits groupes. Ils ont un logiciel pour s'entraîner, etc., etc. Donc voilà, ce programme-là, pour moi, c'est un des programmes à prendre en exemple si vous voulez transformer la culture client et passer d'une culture, entre guillemets, SAV à véritablement une culture client qui sera capable de créer de l'effet waouh. Ça, c'était l'effet waouh spontané où on va laisser en fait aux gens l'autonomie. Maintenant, on va voir l'effet waouh programmé. Alors, l'effet programmé, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est qu'on aura prévu dans son parcours client ou dans ses produits quelque chose qui va créer un effet waouh. Et c'est vrai que là, je vous ai choisi un exemple qui est en fait le Magic Castle Hotel, qui est un hôtel à Los Angeles. Et c'est vrai quand on préparait le webinaire avec Laurence, elle m'a dit: «Ah, c'est ça ton exemple, mais l'hôtel, il est un peu miteux avec on voit le mur là, le jaune, c'est pas très beau. Bah, comment ça se fait que tu le mets en exemple?» Et je dis: «Mais cet hôtel-là, tu n'en te rends pas compte, mais c'est le 10e hôtel sur plus de 400 hôtels à Los Angeles. Il a 4,5 en note sur près de 3500 avis. Et si vous regardez un petit peu le PowerPoint, il va dire: «Nous avons passé 11 jours magnifiques», et cetera. La chambre est propre et chaque jour on peut faire nettoyer son linge, et cetera. Donc il y a cet aspect, OK, répondre aux besoins essentiels. La chambre est propre. Ils ont rajouté des petits plus, comme par exemple, on met son linge et on reçoit son linge propre le lendemain avec un petit mot, et cetera. Mais ce qui fait la différence, c'est ces petits plus, comme par exemple la Popsicle Hotline. La Popsicle Hotline, c'est ce petit téléphone que vous voyez derrière la petite fille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les enfants appellent, il y a le standard qui répond: «Popsicle Hotline, bonjour». Et là, à ce moment-là, en fait, l'enfant dit: «Bah, je voudrais avoir une sucette à la fraise, s'il vous plaît». Et là, en fait, il y a la dame que vous voyez, la serveuse, qui arrive avec des grands gants blancs, qui arrive avec son petit plateau et qui dit: «Bonjour, voici, votre glace». Et c'est vrai que les enfants sont enchantés. Ils disent: «Waouh, ma glace», et cetera, et cetera. Au lieu de laisser en fait un simple congélateur ou une vitrine réfrigérée où les gens pouvaient se servir, ils ont créé une expérience différenciante avec ce téléphone où les enfants adorent faire ça. Et c'est ça qui fait, en partie, que le Magic Castle Hotel est l'un des meilleurs hôtels de Los Angeles, alors que si vous regardez les photos, vous verrez que c'est pas le plus bel hôtel de tout Los Angeles. Donc, ils ont vraiment intégré dans leur parcours client cet effet waouh dans leurs produits. Mais l'excellence opérationnelle et cet effet waouh, c'est aussi pouvoir proposer quelque chose qui va faire waouh. Et là, par exemple, je vous donne l'exemple de la visio-assistance, qui est un véritable moteur ou un générateur à créer des waouh, une machine à faire des waouh. C'est ce que nous disent, par exemple, Kiloutou, ce que nous a dit Atlantic, ce que nous dit également Stellian. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place la visio, on peut mettre en place un effet waouh. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'effet waouh ne fonctionne pas dans tous les cas. C'est-à-dire que quand Stellian ou Groupe Atlantique ou Kiloutou disent: «Ah bah tiens, on va préparer une séance de visio-assistance ou d'une visio-dépannage qui aura lieu la semaine prochaine».
Là, les gens, en fait, tout simplement, ils vont dire: «OK, d'accord, bon, on va faire une visio-assistance, comment ça marche?» et cetera. Par contre, si la personne au téléphone dit: «Attendez, vous avez un problème? Bah, on va régler ensemble par visio-assistance, vous allez voir, je vais pouvoir vous dépanner tout de suite». Là, en fait, on est dans un effet waouh, les gens disent: «Ah ouais, comme ça, vous allez pouvoir, voir mon truc, mon PC, me dépanner? Oui, 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 vous inquiétez pas, regardez, ça marche comme ça». Et les gens se disent: «Waouh». Et en fait, c'est toute la différence, on parlait tout à l'heure des piliers, quand on a fait cette espèce surprise, qu'on a quelque chose qui n'est pas prévu, on va créer de l'émotion. Et si on est capable comme ça d'aller créer de l'émotion, de surprendre et d'offrir quelque chose qui va vraiment, apporter de la valeur, les gens disent que c'est un véritable effet waouh. Donc notez bien que cet effet waouh, sur la visio fonctionne quand justement on va surprendre le client et on va lui dire: «Ah tiens, on va pouvoir régler votre problème tout de suite». Et ça ne marche pas, bah, bien sûr si vous programmez parce que les gens vont juste être satisfaits. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure entre les attentes, la perception. Et ça chez nos clients, cette partie visio est vraiment intéressante. Dès que vous avez un service de dépannage, j'aurais pu mettre également l'exemple de Fnac Darty, hein, qui met en place la visio. Et ben, en fait, eux aussi, ils voient bien que cet aspect visio a des économies, hein, permet de faire des économies au lieu d'avoir quelqu'un qui se déplace, mais également la satisfaction et de l'effet waouh lorsqu'on peut résoudre le problème. Les derniers exemples de l'effet waouh, programmé, je donnais en fait, 2 exemples. Le premier, c'est Bouygues Télécom Entreprises, qui en fait a mis en place un système d'enquête de satisfaction, avec Eloquent. Et en fait, on a un système d'alerte qui alerte le manager qui dit: «Hey, voilà, on a eu quelqu'un qui a indiqué qu'il y a un problème» ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont mis en place un système qui fait qu'ils peuvent être rappelés le plus vite possible. Et leur record, c'est 13 minutes entre le moment où la personne a fait la réponse à l'enquête de satisfaction et elle est rappelée par le manager. Et généralement, les gens disent: «Waouh! Ah, vous me rappelez». Et ça prouve au client qu'on compte pour lui. Le dernier point, je vais vous donner un autre exemple, c'est, celui de certains de nos clients, comme par exemple la MNT ou un énergéticien très célèbre, qui en fait, propose un conseil gratuit à la fin de la conversation pour apporter plus de valeur ajoutée. Mmh. Par exemple, la MNT, c'est ce qu'on appelle le programme, relation client attentionnée. C'est-à-dire que, bon, vous appelez par exemple parce que vous avez une naissance, vous avez eu des jumeaux, la personne va vous dire: «Bah, tiens, voilà le process pour ajouter des jumelles» et cetera et cetera. Et puis à la fin, il va dire: «Bah, est-ce que vous saviez que comme vous avez des jumelles, bah, en fait, vous avez le droit à un accompagnement, d'heures de ménage, par le conseil général» et cetera et cetera. Il suffit de faire telle déclaration. Pareil, dans le domaine de l'énergie, à la fin, les collaborateurs sont, incités à aider le client à faire des économies d'énergie en disant: «Tiens, est-ce que je peux vous prendre 2 minutes pour vous aider à faire des économies d'énergie? Ah, est-ce que vous saviez que vous pouvez mettre tel tarif, jour, nuit» et cetera et cetera. Et ça fait des économies. Et là, on le voit, c'est soit générateur d'effet waouh, soit au minimum une augmentation de la satisfaction client. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça montre en fait que, en programmant des choses dans le parcours client, eh ben, on peut arriver à faire la différence. Voilà. Alors Laurence, je te repasse la parole. Oui, alors très rapidement, en fait, pour pouvoir orchestrer tout ça, on vous donne quelques petits conseils pour, designer vos nouveaux parcours. Donc on part de la cartographie, on part des benchmarks de bonnes pratiques et donc soit ceux que vous avez repérés lors des interviews clients ou même des interviews collaborateurs ou alors, un travail de benchmark que vous avez mis en place par une veille permanente, par des visites, par, des présences, à des salons, des visites de salons. C'est intéressant de faire ce benchmark à la fois en France et à l'international, dans votre secteur et dans d'autres secteurs, et notamment dans des secteurs où vous avez des enseignes référentes en matière d'expérience client. Là, on vous a mis quelques exemples comme Amazon, Apple, etc. Château Forme, hein, c'est des super exemples également. Et donc tout ça, ça va alimenter le travail de vos collaborateurs en intelligence collective. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de travailler à partir des cartographies de diagnostic de parcours que vous aurez pu faire en amont, à partir de ces benchmarks, bah, de vous dire, je vais prendre chaque irritant ou chaque dysfonctionnement et je vais proposer des solutions. Tiens, bah, finalement, dans un secteur qui est complètement différent du mien, il y a un tel qui fait ça. Comment on pourrait l'adapter, nous, à notre secteur d'activité? Comment on pourrait le transformer? Et là, c'est vraiment l'intelligence collective qui fonctionne. Alors on travaille soit en workshop, créatif type, design thinking, soit si vous êtes plus nombreux, on va avoir des formats comme le World Café ou le forum ouvert. Et vraiment, nous ce qu'on observe, c'est qu'au-delà
d'une feuille de route pour l'expérience client. À la fin de ces interventions, enfin de ces ateliers d'intelligence collective, on a un renforcement de la culture client et un renforcement en fait. Enfin, les équipes sont vraiment ravies d'avoir travaillé ensemble à la transformation de l'expérience client. Il y a un vrai engouement parce que d'abord c'est ludique et puis ensuite ils travaillent ensemble, ils donnent leurs idées. C'est vraiment des moments super forts qui vont aider ensuite à la mise en place de ces différents projets, que ce soit des réparations d'irritants ou que ce soit de la mise en place d'effets waouh. Ah, je crois qu'on va arriver à la conclusion de ce Conclusion. webinaire, et c'est vrai que tu as tout à fait raison, hein, pour une expérience client mémorable, ben, travailler vraiment cette courbe émotionnelle. On l'a vu et on l'a indiqué plusieurs fois, donc une photographie de ce parcours client, où on va essayer de combler ces creux, donc les trous en fait, dans le parcours client, où c'est un petit peu chaotique et on va essayer d'avoir quelque chose qui va être un peu plus plat et surtout parfois créer des pics d'émotion et on va se dire: «Bah tiens, il y a des moments qui comptent plus que d'autres» et là, on va essayer de créer cet effet waouh qui va être totalement différenciant et on va se dire: «Ah ouais, si, tu te souviens, je suis passé dans telle boîte, c'était vraiment génial. Ah oui, à tel endroit, c'était vraiment exceptionnel, tu devrais y aller». Et pour rester un peu concret, je vous donnerai l'exemple qui s'est passé, quelques minutes auparavant, puisqu'en fait, quand on était en phase de préparation du webinaire, il y a, Tanguy, qui est l'assistant de Webikeo, qui lui a commencé à discuter avec nous avant et puis comme on sait qu'avant un webinaire, il y a un petit peu de stress parce qu'il faut que ça marche et cetera et cetera. Il a commencé à nous dire: «Tiens, je vais vous raconter une blague ou 2 et c'est vrai que, quelque part, on lui a pas demandé. Je pense que ses chefs l'ont pas dit: Mmh. «Tiens, quand il y a des Ouais. petits problèmes techniques, ou quand on est en phase de test, tu vas raconter des blagues aux gens qui vont faire des webinaires». Mais non, mais ça permet il l'a fait de sa propre initiative et il l'a dit: «Bah, tiens, voilà, ça vous fait rire». C'est vrai que ça détend un peu l'atmosphère et après hop, on se dit: «Ouais, ça y est, c'est parti». Donc on voit bien que cet aspect culture client, là, on est vraiment dans le spontané et pas dans le Mmh. programmé, peut être mis en place partout en laissant de l'autonomie et en donnant de la confiance aux personnes. Alors, il est 14h47, on a pris un petit peu plus de temps que prévu. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via le chat. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence par la dernière question de Joséphine, je pense, ou c'est Joseph. Qui faire participer à ces ateliers? Souvent, les opérationnels ne parviennent pas à sortir de leur métier et adapter les bonnes pratiques vues à d'autres secteurs professionnels. Alors, ça va être une question pour moi. Alors oui, il faut faire participer les opérationnels, à ces ateliers. C'est hyper important. Je me rappelle d'une mission où on était dans la banque et en fait, la personne enfin non, c'était pas de la enfin oui, c'était, un établissement financier, pardon. Et en fait, moi je tenais mordicus à ce qu'on ait, des conseillers, dans ces ateliers alors on avait ça sans problème, le digital, le marketing, la com, et cetera. Et moi, j'avais dit: «Bah, non, mais en fait, je voudrais qu'on ait des conseillers clients». Elle m'avait dit: «Mais ils auront jamais le temps, c'est pas possible, blablabla, blablabla». Et au final, bah, j'ai un peu, tenu la barre en disant: «Bah, moi, je fais pas l'atelier si on n'invite pas ces conseillers, vous allez voir, ça va être un vrai succès». Et effectivement, alors je vois la réponse de la personne ici qui nous dit: «Souvent les opérationnels ne parviennent pas à sortir de leur métier». Heu, Si on leur explique qu'on a besoin d'eux, et que c'est vraiment pour, recueillir leur avis, leurs bonnes idées et cetera, ils viennent. Et après, c'est aussi la culture de l'entreprise, hein, de faire travailler ou pas, en mode collaboratif. Et je peux vous assurer que lorsqu'ils sont présents à ces ateliers, en fin d'atelier, nous, on fait toujours une mesure de la satisfaction, on s'applique à nous-mêmes, ce qu'on propose. Et en fait, ils sont toujours, mais vraiment ravis d'avoir participé. Et même si parfois, ils ont un peu de mal, en fait, à prendre la parole parfois, ou notamment dans des services relations clients où on a des gens qui peuvent être parfois un petit peu plus timides dans une assemblée avec des fonctions support, marketing digital, et cetera. Nous, notre rôle aussi, c'est de les mettre à l'aise, de faire travailler les gens en petits groupes, en mixant et l'individuel et le collectif. Et franchement,
C'est hyper fructueux. Et alors pour ce qui est de pas arriver à adapter les bonnes pratiques vues dans d'autres secteurs, bah, c'est bien simple. Nous, on les met dans la position du client et on leur dit: «Mais vous, en tant que client, qu'est-ce que vous aimez quand vous allez, qu'est-ce que vous cherchez, comme expérience quand vous allez chez Amazon? Ou qu'est-ce que vous cherchez comme expérience quand vous allez chez Nespresso?» Et quand on fait ce parallèle, et ben, très vite, hein, on obtient, leur adhésion. Ils disent: «Ah bah oui, effectivement, moi, c'est pas à 48 heures la réponse, hein, c'est immédiat, c'est dans les 3 heures». OK, bah, alors donc vous faites comment vous pour répondre à ça, vis-à-vis de vos clients? Voilà, donc ça, c'est des petites techniques, et donc on met, dans les parties prenantes tous les secteurs, tous les départements qui travaillent sur la relation client, qui travaillent sur l'expérience client de près ou de loin. Nous, on aime bien aussi avoir des livreurs, on aime bien avoir des gens de la qualité. OK. Donc voilà, c'est à dimension variable en fonction de chaque organisation et de chaque type d'activité. Alors là, il y a Léa qui nous pose une autre question. Ne pensez-vous pas qu'à la base, il faut une culture client? Alors justement, c'est un exemple que j'ai donné tout à l'heure avec notre client Géodis. Ils avaient en fait une culture classique, entre guillemets, SAV, et donc ils ont mis un véritable programme expérience client. Donc je vous invite à regarder la vidéo, enfin les 2 vidéos où ils expliquent justement qu'ils ont créé un moment, ils ont créé une formation et cetera, et donné des outils, un nouvel outil de centre de contact éloquent. Ils ont mis en place des enquêtes de satisfaction client et collaborateurs. Donc c'est vraiment intéressant, et si vous souhaitez faire évoluer la culture client dans votre entreprise, vous verrez en fait que finalement c'est pas si compliqué que ça. Alors j'ai une autre question qui nous dit, «Est-ce que la vidéo c'est, véritablement une machine à créer du waouh?» Alors je dirais oui, comme je le disais tout à l'heure, à condition que, bah, ça va, simplement être un peu une surprise pour les clients. Ils s'y attendent pas, on est capable de résoudre leurs problèmes tout de suite. Ils peuvent montrer avec leur caméra, le problème qu'ils ont, l'endroit à dépanner et cetera, et c'est vrai que c'est un effet waouh. Alors parfois justement nos clients nous disent, bah, il faut prévenir le client parce qu'il se dit: «Ah non mais moi je suis en robe de chambre ou je suis en caleçon», et donc parfois ils sont un petit peu gênés, ils disent voilà, faut qu'on se prépare, mais c'est un véritable effet waouh, et même pour eux, des fois, ça peut être des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire comprendre aux clients parce que ça donne des yeux aux techniciens qui est normalement uniquement au Mmh téléphone. Et mh. en fait, avec les yeux, ils se sont rendus compte parfois, c'était le groupe Atlantique qui nous disait ça, que le client disait: «Oui, oui, j'ai, un chauffe-eau, Atlantique, bah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça», et le technicien il disait: «Mais je comprends pas, ça marche pas» et cetera, et en mettant la caméra, ils se rendaient compte que c'était en fait une marque concurrente et que le client s'était trompé, depuis le départ, quoi. Et donc là, c'est véritablement un outil qui aide le technicien et qui aide également le client. Alors Laurence, je te laisse peut-être choisir une autre Oui, question? alors on a des questions un petit peu plus pratico-pratiques sur, l'organisation d'un atelier. On a Laetitia qui nous dit: «Dans une activité B2C multicanal, omnicanal, par quel parcours client commencer?» Alors je vais faire un peu une réponse, de Normand. Ça dépend. En fait, ça dépend de vos objectifs. Donc il faut, nous, en général, quand on prend un sujet de cartographie de parcours et quand on a effectivement, une multiplicité de parcours, on va chercher d'abord quels sont les objectifs de l'entreprise pour, cartographier ces parcours. Si, effectivement, ils ont marqué déjà, qu'ils ont des insatisfactions majeures sur certaines étapes, et donc on a une première phase qui s'appelle la définition du périmètre de la cartographie, où on va choisir, bah, soit les macro-étapes du parcours qu'on va travailler en priorité, soit le type de parcours qu'on va travailler en priorité. Pour illustrer rapidement, on a travaillé avec une enseigne qui vendait et installait des bornes, de recharge de véhicules électriques, et donc leur sujet, c'était, de digitaliser, cette vente. Donc on a travaillé en priorité, le parcours digital. C'était vraiment le gros focus qu'on a fait. Après, si au contraire, vous avez, un sujet sur la réclamation, parce que vous savez que vous n'êtes pas bon en réclamation dans vos enquêtes de satisfaction, vous pouvez vous dire: «Bah, je vais travailler en priorité, mon parcours, sur l'étape réclamation, mon étape, ma macro-étape réclamation». Voilà, donc ça va dépendre vraiment de vos objectifs. C'est hyper important de les définir en amont. Et puis il y a Jonathan qui nous demande: «Quel est le délai idéal pour un atelier de parcours client?» Heu, L'idéal, c'est entre 3 et 4 heures.
Voilà, et le nombre de participants, vous allez pouvoir travailler, enfin l'idéal c'est 8 participants. Au-delà, on peut travailler, mais alors on va faire des groupes, hein, et on va travailler, soit les groupes vont travailler sur des étapes différentes, soit les groupes vont travailler sur des personas différents, ou des points de contact différents. Enfin voilà, on va faire travailler les gens en sous-groupe. Mais il faut compter entre 3 et 4 heures. Et si vous êtes vraiment nombreux et si vous avez un parcours vraiment complexe, on peut travailler sur une journée complète, bien évidemment. Alors, il y avait une question tout à l'heure qui me disait qu'est-ce que le NPS? Alors, le NPS, c'est le Net Promoter Score, c'est-à-dire une question qu'on va vous poser en vous disant ben, est-ce que, avec une note de 0 à 10, vous allez recommander telle marque donc à vos amis, etc. Et donc, ça permet de connaître, en fait, entre guillemets, le facteur bouche à oreille d'une marque, mais c'est pas forcément la satisfaction, parce que la satisfaction, c'est plutôt une note de 1 à 5 en étoiles, généralement, hein. On vous dit: «Est-ce que vous êtes satisfait du service rendu?» Et ça, en fait, ça permet de mesurer véritablement la satisfaction. Et il faut bien distinguer cet aspect satisfaction, donc est-ce qu'on répond aux attentes, à, la capacité de faire du bouche à oreille, puisque forcément on peut, être satisfait d'un produit, mais pas forcément vouloir en parler. Je vais pas vouloir parler, de, ma solution de produit nettoyant pour la vaisselle. Par contre, j'en serai, satisfait ou je peux être, pas satisfait. Donc voilà, donc c'est important de distinguer les 2. Et justement nous dans la mise en place de nos outils, d'enquête de satisfaction, nos clients, et ben, en fait, ils ont le choix entre calculer de la satisfaction, du NPS et cetera selon les objectifs, mais même de ce qu'on appelle le INPS, dire, la recommandation des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise pour savoir, ben, est-ce qu'ils recommanderaient l'entreprise à des tiers? Est-ce qu'il serait bien de venir travailler dans l'entreprise? Et ça, c'est assez intéressant pour mesurer justement cet aspect, engagement des collaborateurs. Alors, dans le même type de sujet, Frédéric, on a, est-ce que le CES, Effort Score, n'est-il pas l'outil maître pour jauger les parcours? Et on a une autre question, je regroupe, Mmh. c'était, pardon. Que pensez-vous de la question globale sur la satisfaction qui vient en conclusion d'une enquête et qui est un indicateur de performance? Alors alors je vais commencer par la dernière. C'est vrai que à la fin des enquêtes de satisfaction, il y a toujours un commentaire et ce commentaire, en fait, c'est l'explication de la note. C'est-à-dire que la personne peut dire: «Bah, tiens, je donne une note de 1 à 4 ou 1 à 5, peu importe», et donc en fait, il explique, il dit: «Voilà, je suis pas content» ou «Je suis content», et après le commentaire va permettre d'expliquer cette note, savoir ce qui s'est mal passé, s'est bien passé, et parfois, des fois, le commentaire peut être totalement décorrélé de la note en elle-même, parce qu'il peut dire: «Ouais, bon, j'ai mis 4, mais finalement, bah, j'ai pas trop le choix parce que, bah, je me suis trompé dès le départ», et puis, voilà. Alors que, finalement, la personne s'est fait un petit peu une raison, et il s'est dit: «Bah, voilà, bon, OK, c'est moi qui me suis trompé». Alors que dans son commentaire, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau du parcours. Est-ce que c'est l'explication? Est-ce que c'était le conseiller? Est-ce que c'est, un mauvais email, et cetera, et cetera? Et justement là, parfois, on peut aller identifier ces problèmes-là pour fluidifier le parcours client, améliorer le parcours client, ou au contraire, aller, discuter avec, ces personnes-là. Alors le CES, c'est le Customer Effort Score. Ça nécessite en fait de mesurer, à un moment donné du parcours client, bah, quelle est la difficulté ou qui a été, mise en place pour, faire une action. Ça peut être, est-ce que note de 1 à 5 ou 1 à 10, ou peu importe, ou 1 à 7, hein, ça dépend. Chez nous, ils ont plusieurs philosophies là-dessus, et donc en fait, on va dire, bah, est-ce que la création du compte sur le site internet a été compliquée? Est-ce que ça a été facile ou pas de faire l'achat, et cetera? Ce qui permet après d'évaluer la difficulté à réaliser une étape du parcours client, et après justement si on veut l'optimiser. Alors, j'en profite pour rebondir sur les questions de Pascal, Séverine et Mélanie qui nous disent attention, le risque de beaucoup de sollicitations risque d'entraîner un client qui ne répond pas. Voilà, on a Mélanie qui nous dit est-ce que vous faites une demande de satisfaction post-livraison? Donc, en fait, voilà, c'est ce qu'on avait envie de vous dire, c'est qu'en fait, la mise en lumière de la mesure de la satisfaction par le parcours aux différents moments clés du parcours va vous permettre justement
de doser en fait cette sollicitation. Alors, dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, ça peut vous paraître, je crois qu'il y avait quatre moments de sollicitation de la satisfaction, ça peut vous paraître beaucoup, mais il y en avait deux qui étaient par sondage et sondage en ligne et deux qui étaient par téléphone sur un parcours qui peut durer entre 18 mois et 2 ans. Donc, avec un investissement qui est quand même relativement élevé. On ne parle pas d'un produit à 10 euros ou 100 euros même. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment important de définir les moments et les canaux sur lesquels vous allez mesurer la satisfaction. Et oui, je vous rejoins. Quand moi, j'achète deux produits en ligne à une semaine d'intervalle et que systématiquement, on me demande est-ce que vous êtes content? La première fois, éventuellement, je réponds si je suis bien engagée vis-à-vis de l'enseigne. Et puis la deuxième, ça commence à m'agacer et je ne vais pas répondre. Donc oui, je pense qu'il y a un intérêt aussi à borner tout ça, Ouais, à le et c'est ce caper, qu'on appelle nous la gestion de la sursollicitation. de la C'est-à-dire qu'on pression, oui. peut voilà et donc en fait on peut dire, bah, voilà, on va pas interroger des personnes plus, d'1 fois par mois ou 2 Oui. fois par mois et on a eu le cas par exemple avec un client comme, Lafarge où en fait il y avait, comme ça différents moments et c'était tout le temps en fait les mêmes clients qui allaient se faire livrer, qui Mm. revenaient et puis on leur disait: «Bah, non, finalement on va leur envoyer une enquête de SAT qu'1 fois par mois». Mais quelque part c'était intéressant parce que pour eux, même s'ils venaient régulièrement, c'était un moyen de communiquer de manière différente avec la marque parce qu'ils se sentaient véritablement écoutés. Et parfois, ils faisaient exprès de dire, de faire un commentaire un petit peu négatif pour se dire, mais je sais qu'on va m'écouter, je sais qu'on va me rappeler et je sais qu'on va enfin m'écouter, que ma voix compte quelque part. Et c'était un nouveau canal. Et c'est vrai qu'au départ, même les collaborateurs de l'entreprise avaient un petit peu mal parce qu'ils disaient, non, mais on va se faire engueuler par les chauffeurs et tout ça. Et finalement, ils se rendent compte que bah, les gens sont pas méchants, sauf vraiment s'il y a un énorme problème, mais qu'au contraire, ça permet d'aller réduire des facteurs de stress, de mieux se comprendre, de mieux discuter. Et là, on parlait du B2B, hein, avec des gens sur lesquels qui sont parfois les opérationnels, qui ne sont pas les utilisateurs avec lesquels on a l'occasion de discuter. Et ça permet d'aller déstresser, fluidifier et créer du relationnel avec ses clients. Voilà. Oui, il y a Séverine qui nous dit des règles de gel de 2 mois sur les sondages digitaux. Oui, oui, bien Mm, sûr, c'est assez mm, intéressant. Alors, je mm, te laisse mm. choisir une ou deux autres questions. On a Alors, encore un ouais, petit j'ai peu une de temps. question sur l'effet waouh en digital et je la rapprocherai de Léa qui dit l'effet waouh vient tout d'abord de la qualité du produit, du conditionnement, de la différenciation et in fine de l'attention que l'on porte au client. Alors, pourquoi je regroupe ces deux questions? Parce que, en fait, j'ai moi-même fait un achat chez Asphalt. Je sais pas si vous connaissez, Ouais, oui, la marque de Asphalt. vêtements. C'est une marque de vêtements, où il y a de la co-construction, avec, les clients. En fait, ils co-construisent, enfin, ils conçoivent, pardon, je ne trouvais pas le mot. Ils co-conçoivent leurs produits avec leurs clients et c'était un parcours, totalement, en ligne et en fait, c'était un parcours, totalement enchantant. Voilà et moi, c'était vraiment j'ai eu l'effet waouh du début à la fin donc lors de ma commande, en fait, tout le contenu du site et la prise de parole, l'explication des produits et tout ça, me parlait. Enfin, c'était vraiment le ton était, parfaitement adapté jusqu'à la réception du colis avec un petit mot sur le carton, enfin, tout était vraiment hyper pensé pour que ce soit un ton à la fois de proximité et en même temps, enfin, voilà, j'avais l'impression de me faire un cadeau alors que c'était pas un cadeau pour moi. Au final, c'était un cadeau pour mon mari, mais j'avais vraiment l'impression de recevoir un cadeau. Et donc, Mais c'est tout à fait vrai, parce que je l'ai eu en cas, justement, comme je fais des cours de marketing aussi dans une fac et en fait, on a comparé 2 parcours. Un Asphalt, 2 Shine et on voit que c'est ah, pas du tout, les mêmes canaux, c'est pas du tout la même expérience. On voit bien ouais, qu'Asphalt, il y a un numéro de téléphone, il y a du storytelling, il y a des belles images. L'autre côté, Shine, on est vraiment dans l'automatique, il y a pas de numéro de téléphone, on n'est pas là pour faire rêver, les images sont un ouais. peu classiques et cetera. On vend du prix. Donc c'est des parcours qui sont différents, une expérience qui est totalement différente.
Et voilà, et donc en digital, avec le ton et l'accompagnement et tout le contenu, on peut, je pense, le packaging et cetera, on peut, je pense, avoir une expérience avec un effet waouh. Ouais. Alors, il y avait une question tout au départ par Maëva qui nous avait dit: «Avez-vous un conseil de CRM qui inclut au le mieux le parcours client individualisé?» Alors, la première chose, c'est que le CRM est qu'un outil, c'est pas, forcément le CRM qui va vous aider à fluidifier tout le parcours client. Quand on parle de culture client, on parle de online, offline et cetera. Donc c'est pas forcément un CRM qui fera la différence, même si c'est vrai que moi j'aime bien HubSpot, on aime bien Salesforce et cetera. Puis surtout, Eloquent est intégré avec ses solutions de CRM, Microsoft CRM, Salesforce, etc. Ce qui permet aux agents, par exemple, de cliquer pour appeler en un seul clic le client, de pouvoir centraliser dans un seul endroit, d'être beaucoup plus réactif. Mais je dirais que le CRM est plutôt qu'un outil que véritablement ce qui va vous permettre d'avoir un parcours client fluide et original. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Laurence. Bah, je pense qu'en fait, la cartographie du parcours client, ça peut aussi vous aider à définir quels sont les points de contact que vous allez tracer, que vous allez mesurer. Et donc, ça permet aussi enfin, c'est un bon outil. Et souvent, en fait, nous, on arrive en amont comment, en amont d'un projet CRM pour aider les équipes à définir quels sont les moments dans le parcours qu'ils veulent tracer et quels sont les moments qu'ils veulent répertorier dans le CRM pour derrière mesurer. Ouais. Alors, il y avait une question pour toi qui était: combien de temps faut-il en moyenne pour effectuer une cartographie? Et quelle est la plus-value d'un recours à Mmh. une ressource extérieure? Alors, heu, sur un projet de cartographie globale, on va dire, on prend un projet standard où on va dire 3 parcours, un parcours complètement digital, un parcours mixte et un parcours en agence. Sur la totalité du parcours, hein, donc depuis, le 1er contact, jusqu'à la fin de la relation. Donc on va prendre l'ensemble des étapes du parcours. Nous, on va travailler à peu près, on va mettre ça en 8 semaines. En 8 semaines, on va, 1re étape, définir le périmètre avec les équipes et le partager avec les différentes directions. 2e étape, nous, on fait notre cartographie en chambre. 3e étape, on la challenge, avec les équipes. Si toutefois on rajoute, de l'écoute client, on peut rajouter alors une écoute client, en fait, on va interroger environ, c'est des interviews individuelles, on interroge environ entre 20 et 30 clients selon le secteur et selon le périmètre. Et là, ça peut rajouter 3 à 4 semaines dans le délai global de la mission. On le fait en parallèle. Mais bon, le temps de recrutement, d'écoute des clients et d'analyse, ça peut rajouter. Donc voilà, on va être aux alentours de 3 mois pour pouvoir mettre en place ce type de projet jusqu'à la roadmap. Et quelle est la plus-value d'un recours à une ressource extérieure? En fait, nous, alors on va structurer la méthode, on va faire gagner du temps parce qu'on connaît un petit peu les choses trappes, qu'est-ce qu'il faut passer en étape, qu'est-ce qu'il faut pas passer en étape et regrouper, comment travailler, avec quel type de ressources on va travailler. Donc là, on fait gagner du temps et puis surtout, nous, on est neutre. Donc, on n'est pas le service marketing, on n'est pas la relation client. Donc, c'est vraiment un, un intervenant neutre qui prend pas parti ni pour un service ou pour un autre. Et quand on travaille sur l'expérience client, bah, parfois on a un peu des querelles de clocher entre guillemets, où on a des gens qui disent: «Ah mais non, mais c'est la relation client et cetera. Mais non, mais c'est le lead generation qui m'apporte pas assez de contacts et cetera». Donc nous, on va apporter, de la rationalisation dans tout ça et de la neutralité. Du coup, on va aider les équipes à se parler. Et puis aussi, nous, on ne connaît pas vos process au départ, hein, donc on va apporter la vision du client. Donc c'est vraiment nous, on est là pour être l'ambassadeur du client et vous ramener toujours dans, «Non, non, mais ça, ce que vous me racontez, ça, c'est votre process à vous et c'est pas ce que le client voit et en tout cas, c'est pas ce que le client a envie de voir, donc qu'est-ce qu'il a envie de voir votre client?» Voilà. Donc on vous ramène toujours à cette position de, je mets les lunettes du client et je réagis en fonction de ça.
Donc je pense que c'est vraiment la grosse plus-value, et de faire travailler les équipes ensemble. Alors que quand c'est un service parmi d'autres, bah, il peut toujours y avoir des petites frictions, que l'un prenne le pas sur l'autre. Alors, on va juste prendre deux, trois autres questions. Alors, Christophe qui nous dit: «Avez-vous des exemples d'effets waouh d'entreprises référentes dans le secteur des services aux entreprises?» Alors, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Bouygues Télécom Entreprises, qui a vraiment, je trouve, un leitmotiv intéressant. Donc c'est un de nos clients depuis des années, qui, va véritablement essayer de faire la différence par l'expérience client. Et en fait, leur but, c'est de se dire, bah, entre guillemets, «Vous ne choisirez plus par hasard», et la dimension service est essentielle. Et par exemple, eux, ils travaillent sur parfois des petits points de détail qui font la différence. Alors j'ai parlé tout à l'heure de l'enquête de satisfaction et je vous mettrai si, vous l'avez d'ailleurs dans le PowerPoint que vous recevrez, vous avez l'interview de Mathieu Melou de Bouygues Télécom Entreprises qui explique en fait leur démarche à la fois pour mesurer, ou agir. Par exemple, ils ont vu un pain point au niveau de la facturation, mais également sur l'aspect réactivité où, bah, ils ont mis en place ce système de rappel, hyper rapide, des insatisfaits. Donc là, c'est vraiment intéressant. Je trouve que Bouygues Télécom Entreprise a une très belle démarche avec un dispositif, je pense, l'un des plus complets, qui présente d'ailleurs, Mathieu le présente dans le webinaire qu'on fait ensemble. À la fois, il y a de l'enquête à chaud, l'enquête à froid, un baromètre, des clubs utilisateurs, des enquêtes collaborateurs et du service client de l'année. Ils ont un service réclamation qui est décentralisé. Avant, il était centralisé pour avoir plus de proximité. Bref, je trouve que cette entreprise-là est assez sympa en termes d'exemples à suivre. Alors Laurence, est-ce que tu veux répondre à une autre question? Bah, je voulais juste dire un petit mot sur les comités clients parce Mmh. que, alors je retrouve plus la question, mais, il y a une personne qui me disait oui, ah si voilà, Henri Bernard. Comité client, oui, mais pas valable pour tous les secteurs d'activité. Donc, alors, on peut faire des comités clients B2C ou B2B, hein, parce que moi, je donnais l'exemple d'un centre commercial et toi, tu donnais l'exemple du club utilisateur, donc on est bien en B2B. Là où c'est plus complexe, ça va être effectivement dans des activités où il n'y a pas de récurrence. Où là, c'est plus compliqué de mettre en place un comité client, puisque c'est par exemple un achat et puis après, il n'y a pas de suite. Par exemple, dans de l'immobilier, pourquoi pas. Mais dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des focus group. Nous, on travaille avec un promoteur immobilier. Régulièrement, on va écouter des clients qui viennent d'être livrés pour comprendre leur expérience et leur vécu et leurs attentes. Ou la dernière fois, on a travaillé des interviews individuelles pour comprendre, non, des focus group, pardon, pour comprendre quelles étaient leurs attentes en matière de charte d'engagement du promoteur immobilier. Donc voilà, s'il n'y a pas de récurrence, on va plutôt travailler sur des focus group où on va changer à chaque fois le panel de clients. Merci pour cette belle remarque. Alors on va peut-être se prendre une dernière, question et après on va vous laisser La vaquer. dernière des dernières. Ah, est-ce qu'il y en a une dernière qu'on n'aura pas encore répondu, auquel on répond? Alors, il y a une personne qui disait, c'est complètement pratico-pratique, où trouver le lien pour la vidéo Alors je l'ai Géodis. mis dans le chat. D'accord, ok, super. Et il y aura en fait dans le PowerPoint également, Ouais. vous aurez en fait les différentes, vidéos. Voilà, donc à moins qu'il y ait une dernière question, que nous prendrons en live, on a encore 113 ici, en direct, à moins qu'il y ait une dernière question, à ce moment-là, on va vous laisser, vaquer à vos occupations et retourner, ben, à essayer d'améliorer l'expérience client et le parcours client auprès de vos clients. Donc merci Laurence. Si on veut en savoir plus justement, je crois que sur la dernière slide, tu as indiqué donc les coordonnées. Si on veut savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bah, vous nous appelez ou vous nous envoyez un email. Alors évidemment, vous pouvez m'appeler, directement, vous avez mon numéro. Vous avez également sur le site, stratello.com, la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne, avec moi, un premier rendez-vous pour jauger un petit peu de votre problématique. N'hésitez pas. Voilà, nous, on est toujours contents de parler de ces sujets et de partager. Donc, n'hésitez pas à prendre contact.
Ouais, merci. Et si vous souhaitez en fait mettre en place un outil de centre de contact, soit téléphone, chat, mail, en changer, ou mettre en place du chatbot, du callbot, etc. Ou tout simplement mettre en place un outil d'enquête de satisfaction, publication d'avis ou enquête collaborateur, bah, vous allez sur notre site internet eloquent.com ou au 0805 301 100. Bah, merci Laurence pour ce très bel atelier, très riche en informations et en conseils. Merci à toi J'espère également, Frédéric. c'était un plaisir et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.